La question du jour. La Pologne a prévenu qu'elle était prête à se passer de l'aval de Berlin, indécis sur la question de la livraison des chars Léopard de fabrication allemande à l'Ukraine, où les forces russes continuent de revendiquer de petites avancées sur le terrain. La question du jour que l'on va se poser donc avec Philippe Bornet aujourd'hui, tout simplement, est simple. C'est donc, faut-il livrer des chars à l'Ukraine? Alors, ce n'est pas exactement la même question que faut-il aider l'Ukraine, c'est faut-il livrer des chars à l'Ukraine? Bonjour Philippe Bornet. Bonjour. Vous êtes essayiste, médecin aussi. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? On trouve la réponse dans l'enseignement de l'histoire. Alors moi j'ai une question à vous poser, Louis. Vous qui lisez une page de l'Évangile tous les soirs, est-ce que ça vous arrive de méditer la pensée du chancelier Adolf Hitler? Dans l'Évangile, ça va être compliqué. Alors, écoutez, vous auriez peut-être eu tort, si vous aviez vécu à cette époque-là, de ne pas lire Mein Kampf, parce que le maréchal Lyautey disait que, dans sa préface à la version française, que tout bon Français devait lire ce livre. Alors, c'est pas dans Mein Kampf que vous trouverez la solution à la question « Faut-il envoyer les chars Leclerc en Ukraine ?» mais quand même... Leclerc ou Léopard? Alors, je parle des Leclerc, parce qu'il y a question de Leclerc pour nous. Les Léopards, ils seront envoyés éventuellement par l'armée allemande. Il faut se remettre un petit peu dans la situation de l'époque. Alors, vous voyez, Adolf Hitler était architecte de formation. Ce n'est pas un détail. Parce que l'architecture, la stratégie et la chirurgie, ça consiste, dans les trois cas, à calculer le risque dans un espace tridimensionnel. Et il avait... en matière de stratégie, des idées novatrices que ces généraux eux-mêmes n'avaient pas. Donc, lorsque l'armée allemande a lancé son offensive en juin 1941, on avait tranché entre deux projets. On a dit du mal de Clausewitz tout à l'heure. Il y avait un projet bien classique. Non, on n'a pas dit du mal, justement. On a dit qu'il fallait le relire. On a dit qu'il fallait achever Clausewitz. Terminé avec Clausewitz. C'est la montée aux extrêmes. Voilà. Et donc, le projet clausewitzien, qui était hyper classique, consistait à trouer la ligne de défense soviétique avec les Panzer-Divisions. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on se rabat sur la ligne le petit morceau qu'on a découpé, et on l'achève, soit on marche sur Moscou. C'était ce que proposait le maréchal Guderian. Bien. Alors, Hitler avait dit, non, je ne veux pas qu'on marche sur Moscou, c'est trop dangereux, on va séparer les armes, il ne faut jamais faire ça. Il avait probablement raison d'ailleurs. Mais, devant l'échec de son armée, c'est-à-dire que les bras des tenailles des Panzer-Divisions se tendent, mais elles se referment sur du vide. Parce que, si vous voulez, dans le territoire russe, en fait, tout est route, si vous voulez. Il n'y a pas de chemin comme en Europe, on ne peut pas couper une armée. Et par conséquent, il avait dit la chose suivante en août 1941, et écoutez bien, je vais le citer mot pour mot. Ce qui est d'une importance primordiale avant le début de l'hiver, ce n'est pas la prise de Moscou, mais l'occupation de la Crimée, de la région industrielle et minière du bassin du Donetsk, c'est de couper la route du ravitaillement soviétique en pétrole du Caucase. Voilà, ça c'est cité dans le livre, un grand classique, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de Liddell Hart. Alors, c'est pour ça que l'Allemagne foncera vers Stalingrad. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça se terminera mal. Alors, il y a trois routes, si vous voulez. Quand vous prenez une carte, on le comprend très bien. De Moscou vers le sud, il y a trois routes. Il y en a une qui suit, en fait, le fleuve Dniepr. C'est d'ailleurs pour ça que les Russes y sont fortifiés, si vous voulez, parce qu'ils ne veulent pas abandonner cette route. Elle mène en Crimée, ils ne veulent pas lâcher la Crimée. La deuxième route, elle va à Rostov-sur-le-Don. Et si vous interceptez cette route, vous empêchez le pouvoir soviétique ou russe de communiquer avec sa flotte de mer Noire. Et enfin, la troisième route, c'est celle qui passe par le coude de la Volga, qui passe à Stalingrad, qu'on appelle aujourd'hui Volgograd. Et si vous l'occupez, il n'y a plus de communication entre Moscou et les gisements pétrolifères du Caucase. Donc l'idée d'Hitler, et c'est probablement aussi celle de Zelensky, si on occupe ces routes, on met la Russie à genoux. Elle est obligée, enfin elle est battue d'ailleurs, elle est battue de manière indirecte, puisque Liddell Hart avait théorisé l'approche indirecte. Pour faire cela, et pour reprendre l'offensive, il faut avoir des chars. Alors, moi je me suis reporté à la fiche Wikipédia d'il y a 2 ans sur l'Ukraine. Vous me direz que ça ne vaut pas grand-chose, les chiffres sont certainement faux, ça c'est sûr. Mais enfin, il donne quand même la limite supérieure.
Donc, on disait dans la fiche Wikipédia il y a 2 ans pour l'Ukraine 2000 chars, dont la moitié sont stockés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont inutilisables. Parce que 2000 chars que posséderait l'Ukraine. Oui, au début du conflit. Et il y en a certainement. C'est un peu comme les centrales atomiques, si vous voulez. C'est très difficile à remettre en marche. Bon, en fait, il en a probablement 1 millier. Il en a perdu un certain nombre de centaines. Enfin bref, supposez qu'il en ait 1 millier. Après, il y a chars et chars lourds. Ah voilà, il y a chars et chars lourds. Ça, je ne veux pas entrer dans les détails, parce que premièrement, ça me dépasse. Et puis, ça nous mènerait trop loin. Mais enfin, si on voulait simplement remettre à niveau l'armée ukrainienne pour qu'elle ait au moins autant que l'armée russe actuellement, c'est-à-dire environ 2000 chars, moi j'ai fait un petit calcul, il faudrait lui en envoyer à peu près 1 millier. Or, si on fait le calcul de ce que possède la France... C'est ce que dit la présidence ukrainienne, hein, nous avons besoin de plusieurs centaines de chars. Eh ben oui, elle dit ça. Il résonne dans ces termes. C'est pas nous qui allons lui donner, parce qu'on a 222 chars, dont d'ailleurs une partie sont indisponibles. Il y a à peu près 150 qu'on pourrait envoyer. On ne va pas certainement tout envoyer, ce serait nous déshabiller. Les Allemands, avec leurs chars Léopard 2, ils en ont 244, dont, tenez-vous bien, 89 seulement sont utilisables, d'après le site militaire opex360.com. Donc au total... Donc ça fait 222. Alors, quel calcul avez-vous fait Alors moi j'ai additionné tout ce qui était immédiatement possible d'envoyer en Ukraine, ça fait 240. Alors 240, c'est rien. Si France et Allemagne comprises. Oui. Bon, alors voilà. Donc c'est bien en deçà de ce que Volodymyr Zelensky voudrait obtenir. Bien sûr. Donc, en fait, sachant qu'il n'y a pas que le char, il y a aussi l'équipage qui doit pouvoir l'utiliser. Oui, alors c'est là où justement nous sommes gênés, parce que si on envoie l'équipage qui est capable de mouvoir le char Leclerc, ça veut dire qu'on envoie des troupes françaises au sol. D'ailleurs, ce qu'on a probablement fait quand on a envoyé des canons César. Et donc, c'est ce qui m'amène à vous dire 2 choses. D'abord, c'est qu'il faut songer à l'article 35 de la Constitution, qui stipule quand même très clairement « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. » Eh bien, si vous voulez, quand on a envoyé... les canons César en Ukraine, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de débat au Parlement, comme le rappelle... Mais parce qu'officiellement, nous ne sommes pas en guerre. Oui, mais c'est là... toute la question, on est dans une zone grise aujourd'hui. Oui, mais justement... C'est comme sous la guerre froide, on soutient par personne interposée, vous voyez, c'est ça. Comme disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Voilà. Et le jour où on va en sortir, si vous voulez, il faudra, 1, convoquer le Parlement, et puis 2, si vous voulez, se résoudre à essuyer les habituelles vicissitudes de la guerre, comme disait Napoléon. C'est-à-dire, il n'y a pas exclu de recevoir une ogive nucléaire ou même de devoir utiliser contre soi un missile comme le Poséidon qui est capable de déclencher un raz-de-marée sur la côte de Provence. Surtout si la Crimée, évidemment, est envahie. Oui. Voilà. Envahie ou récupérée, hein. J'essaie de ne pas me positionner puisque les Ukrainiens estiment donc que la Crimée leur appartient. Oui. Les Russes, évidemment, pensent la même chose. Et dans ce cas, ça change la doctrine d'emploi, ou du moins les Russes se référant à leur doctrine d'emploi de l'arme atomique. Oui. C'est ça le risque, en fait. C'est ça le risque. Et puis aussi, si vous voulez, nous avions évoqué lors d'une précédente discussion la nécessité de dialoguer, de négocier. Or, pour négocier, il faut une monnaie d'échange. Or, il faut bien reconnaître qu'actuellement, personne n'a de monnaie d'échange. Les Russes... Qu'est-ce que c'est une monnaie d'échange ? Eh ben, c'est donner un territoire en échange d'un autre. Donc si le président Zelensky avait une partie de la Crimée, il pourrait la restituer en échange des territoires de la rive gauche du Dniepr. Et inversement, on peut considérer que peut-être la Russie ne serait pas opposée à mettre un pied de l'autre côté du fleuve pour marcher à nouveau sur Kiev ou faire marcher une partie de l'armée biélorusse. Si vous voulez, il faut qu'il y ait une transaction et pour le moment, on se refuse à négocier parce qu'on n'a rien à échanger. Philippe Bornès, sur les routes que vous avez décrites, donc qui ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, oui, qui ont marqué sans doute peut-être d'ailleurs l'histoire napoléonienne aussi, est-ce qu'il y a une constante, vous qui êtes historien, qui avez écrit sur le sujet, est-ce qu'il y a des constantes en fait, et Volodymyr Zelensky, comme les Russes, regarde ce qui s'est passé dans l'histoire pour voir si aujourd'hui, malgré le perfectionnement des armements, finalement, l'histoire ne se répète pas? La stratégie, elle ne change pas. C'est la même depuis Alexandre le Grand et Jules César. Alors, soit, si vous voulez, vous marchez contre le centre névralgique de la Russie et vous occupez Moscou, ce que peu de gens ont été capables de faire. Je crois qu'il y a une armée polonaise qui est rentrée à Moscou. Napoléon aussi, tout le monde le sait, en 1812. Et d'ailleurs, ça a échoué, je vous le ferai remarquer. Ça a échoué. Alors, pour quelle raison? Eh ben, ça a échoué parce que, si vous voulez, l'espace russe est quasiment infini et l'armée russe, elle peut reculer jusqu'à Vladivostok si elle veut. Donc, on n'en finit jamais avec la Russie, si vous voulez. Donc, la seule manière de mettre la Russie à genoux, c'est d'empêcher son fonctionnement.
c'est-à-dire de séparer le centre de commandement qui est Moscou avec les ressources que constitue la flotte soviétique en mer Noire et évidemment les ressources de pétrole, parce qu'une grande nation aujourd'hui ne peut pas fonctionner sans une quantité d'énergie considérable. Mais il n'y a pas que du pétrole dans le Caucase. Il n'y a pas que dans le Caucase qu'il y a du pétrole, je voulais dire. Non, c'est vrai, mais enfin c'est quand même l'essentiel de la production soviétique puis russe. Et d'ailleurs, donc Hitler ne s'y était pas trompé, c'était véritablement une obsession, si bien qu'à partir d'août 1941, il va réorienter les forces des troupes allemandes sur son aile droite, et donc ils vont d'ailleurs occuper quasiment les 3 routes dont nous avons parlé, et malheureusement pour les armées allemandes, le verrou de Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, et avant-hier Tsaritsyn, qu'avait occupé déjà Staline après la Première Guerre mondiale, ce verrou ne va pas tomber. Donc là, la question, c'est de voir si les chars, ce qu'on peut essayer de prédire, Philippe Bornet, si jamais nous livrons des chars, si jamais la France, l'Allemagne, les États-Unis livrent des chars en quantité suffisante. Imaginons, faisons ce pronostic-là, c'est-à-dire des centaines de chars réclamés par l'Ukraine aujourd'hui. Ça veut dire qu'on entrerait dans une guerre de mouvement, oui, évidemment. On pourrait à nouveau imaginer une offensive des Ukrainiens. Et par conséquent, espérons que ça n'arrivera pas. Car ce serait vraiment la porte ouverte à toutes les aventures. Et puis alors, un dernier point, si nous avons une minute, c'est que livrer un char Leclerc, c'est aussi livrer les secrets de fabrication. Si un seul char tombe entre les mains des Russes, ils vont évidemment le démonter comme un mécano, et ils vont apprendre beaucoup de choses. Je vous rappelle, pendant l'offensive du Liban, je ne sais pas si vous avez ce souvenir, moi je m'intéressais à la politique déjà à l'époque, à l'histoire même. Eh bien, un char, je crois que c'était un char Abrams, mais je n'en jurerai pas. En tout cas, un char perfectionné, donné par les Américains à Tsahal, l'armée israélienne, était immobilisé dans la partie sud Liban. Eh bien, c'était tellement important de le détruire que Menahem Begin a donné des ordres pour qu'il soit bombardé. Il a envoyé toutes les forces aériennes à disposition pour détruire ce char et éviter qu'il tombe aux mains de l'ennemi. Donc, ce n'est pas un emploi évidemment infaillible si jamais on perd le char, si jamais le char et la technologie passent évidemment du côté de l'ennemi. Oui. Ça, c'est évidemment plus vous avez de chars, plus vous avez de risques en fait de vous faire piller votre technologie. Absolument. Bon. France et Allemagne soutiendront l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire et de façon indéfectible contre l'agression russe. C'est ce qu'ont dit le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron. La France et l'Allemagne aujourd'hui arrivent à se coordonner sur ce terrain de la guerre en Ukraine. Davantage qu'avant? Oui, je ne sais pas. Moi, je suis très sceptique quand j'entends parler certains journalistes du couple franco-allemand. Je pense qu'il n'a jamais existé. Les Allemands ont toujours freiné. Ils font le dos rond en attendant que ça aille mieux. Bon, là, le niveau de l'armée allemande, c'est encore celui qui a été déterminé après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, nous, on a un niveau tellement faible que maintenant, on a en gros la même force militaire que les Allemands, je dirais extrêmement faible. Donc, c'est deux impuissants qui se donnent la main. On voit bien que le chancelier allemand traîne des pieds, si vous voulez. Il a fait dire par son ministre tout récemment que en fait, les Polonais n'avaient pas rempli le bon formulaire pour avoir l'accord de Berlin. Mais la Pologne a dit qu'elle s'en passerait de cet accord. Bon, d'accord. Bon, oui, bon, très bien. Écoutez, si les chars Léopard et Leclerc arrivent au compte-gouttes, comme c'est probable, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose sur le terrain, il faut bien le reconnaître. Ça ne peut avoir que des inconvénients et pas d'avantages pour l'Ukraine. Merci Philippe Bornet de Merci. nous avoir éclairé donc, dans la question du jour sur la question ukrainienne et puis de la livraison des chars à l'Ukraine, ce qui est réclamé par Volodymyr Zelensky. Merci, à bientôt pour une prochaine question du jour.